Donc, bienvenue à cette 11e conférence débat de l'Université populaire à la mairie du 2e sur le grand thème général demain, quasi-humain. Et le thème de ce soir, vous le connaissez, c'est comment transmettre avec un philosophe et scientifique, ou scientifique et philosophe, ça dépend de la chronologie, qui est M. Michel Buet, philosophe et historien des sciences. Il est chercheur émérite du CNRS, directeur de recherche émérite au CNRS. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont je cite seulement 2 titres. C'est La science trahie pour une nouvelle politique de recherche. D'autre part, un titre beaucoup plus récent, c'est-à-dire une date de septembre 2013, c'est Dieu, la nature et l'homme, l'originalité de l'Occident, dans le cadre d'une université populaire. Et c'est pour cela que Michel Buet est là, parce qu'il est en faveur des universités populaires, parce que, d'après lui, il faudrait que chaque citoyen ait un savoir scientifique suffisant pour non seulement comprendre les enjeux scientifiques et les enjeux de société en même temps, mais aussi pour avoir un droit de regard sur les orientations de la recherche, pour ne pas complètement les laisser aux mains des politiques parfois téléguidées par les multinationales, n'est-ce pas? Il plaide aussi pour l'enseignement dès le lycée, de l'histoire des sciences, et ça je le comprends, parce que vraiment, après avoir lu ce livre, je me dis, on comprend le monde actuel à travers ça, hein. Et c'est un outil formidable. D'un certain point de vue, vous avez tout dit. Ah non, excusez-moi, justement, j'ai pas cité le hors-série, où vous avez été le hors-série de Sciences et Avenir, où il y a une belle interview, très belle interview de Hazar Kanat-Bari, qui est là, parmi nous. Et cette interview s'appelle, vous me rappelez-moi le titre? Non. Non. Attendez, les Incas. c'était pourquoi sommes-nous fascinés par les Incas? C'était un titre un peu pour notre vie est-elle forcément meilleure que celle des Incas? Bon, alors vous avez presque tout dit. Donc, je suis sûr que non. Mais oui, alors voilà. Alors mon idée, c'est oui, c'est pas exactement des cas concrets, mais transmettre. Je ne pense pas qu'il y ait une théorie de la transmission, c'est-à-dire que ça, je ne sais pas comment on pourrait faire ça, j'en ai aucune idée. Alors, ce que je vais faire, c'est donner quelques exemples, disons, de transmission à travers, effectivement, les mathématiques, je vais reprendre ce qui a été dit, à travers ce qui se passe au collège, et puis après, on pourra discuter de tout ça. L'idée, c'est plutôt de mettre en place un certain nombre de matériaux dont on pourra discuter, puisque la transmission, c'est pas une chose je ne vais pas vous dire, voilà, pour transmettre, il faut faire ça, ça et ça. Si vous le savez, vous me le direz tout à l'heure, moi je ne le sais pas. Alors, et je ne crois pas qu'il y ait de méthode qui marche. D'ailleurs, on va bien voir, il y a 36 façons de transmettre, donc la méthode ne me paraît pas très claire. Alors, d'abord par transmettre, je vais commencer, ça c'est une espèce de manie de philosophe, ça qu'on commence en général, mais c'est une bonne manie, il y en a des plus mauvaises, par définir un certain nombre de termes, afin que tout à l'heure, pour la conversation, nous ayons à peu près des définitions, du moins la mienne. Après, vous pourrez dire qu'elles sont mauvaises, mes définitions, mais au moins on partira de quelque chose et on n'aura pas des mots qui veulent dire des choses différentes pour chacun d'entre nous. C'est un problème de rigueur. La rigueur est plus du côté des philosophes, souvent, quand ils sont sérieux, que des mathématiciens. C'est une façon de voir ça. Bon, alors, d'abord par transmettre, nous comprenons faire passer à un autre ou à d'autres des connaissances. Je crois que là, et même, je pense qu'on pourrait dire faire partager des connaissances à quelqu'un d'autre. Toute la question est de savoir quelles sont ces connaissances et comment on va les faire passer, et comment on va les transmettre, comment on va les faire partager. L'enseignement. Alors l'enseignement, qu'est-ce qu'on entend par enseignement? Alors qu'il soit scolaire ou universitaire, assume le rôle de l'éducation et de la formation. Le mot formation est compliqué, parce que est-ce qu'on forme quand on est professeur d'histoire, on forme un maçon, on forme un boulanger, mais est-ce qu'on forme un enfant dans une école? On l'éduque, on l'enseigne, on transmet.
Le mot formation est un mot ambigu, mais il appartient à la, disons, au nuage du vocabulaire de la transmission. Bon, éducation et transmission, c'est-à-dire qu'il se concentre sur l'acquisition rigoureuse par le travail et la pratique des connaissances. J'ai bien dit que l'enseignement passe par le travail et la pratique pour l'acquisition des connaissances. Pour les mathématiques, ça, vous avez presque tout dit déjà. Mais je vais simplement le remettre sous une autre forme. En général, les mathématiques sont toujours présentées comme quelque chose, c'est presque pire que la physique finalement. Je ne sais pas lequel des deux est le pire, si c'est les maths ou la physique. C'est toujours présenté comme quelque chose de rébarbatif, de difficile, c'est difficile, mais dont on ne comprend pas quel est le sens et l'enjeu. Ce n'est pas simplement apprendre à calculer pour devenir trader à la bourse, hein, ou pour faire des calculs et faire des ponts ou des choses comme ça, être ingénieur. Les mathématiques, c'est autre chose. Et pendant des millénaires, ça a été autre chose que ce que l'on en fait aujourd'hui. Alors, simplement, je vais essayer, non pas faire une histoire des mathématiques, mais rappeler un certain nombre de petites choses. Alors, on va remonter très très loin. 5000, 6000 avant JC, hein, très très loin, parce que ça commence à ce moment-là. Alors, disons que c'est, je vais prendre mes notes là, c'est un mouvement d'ensemble, l'histoire des mathématiques, qui prend son origine et construit ses premiers objets. Alors comment il les construit? Avec le langage, les gestes quotidiens, l'abstraction des opérations techniques, et tout ça. Hein. Quand on a un champ, on essaye de le mesurer, donc on prend une ficelle, tout ça. C'est tout cet ensemble-là. Donc des techniques, des opérations techniques, les nécessités comptables. Hein. On essaye, il faut calculer combien on a de grains qui sont partis, hein, choses comme ça. Agraire, donc des essais comptables, agraire ou astronomique. On étudie les mouvements, à Babylone on étudie déjà les mouvements. Des premières communautés humaines. Vous avez cet ensemble-là de savoir. Dans ce cadre complexe, les chiffres, les calculs, la numération et les figures surgissent. Vous avez tout cet ensemble qui surgissent, des 2-3 000 avant JC. Hein. C'est le premier exemple de savoir totalement transmis et parfaitement démocratique. C'est-à-dire que les mathématiques sont l'exemple de la première démonstration, de la premier exemple de transmission démocratique. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre un livre de physique, il commence à lire tout ce qu'il y a, voilà, les principes, les concepts, tout ça. Ah mais oui, mais ça n'existait pas avant. Ça, c'est parce que tout est montré, tout est exhibé, que la transmission est possible. Si on vous cache des choses, il n'y a pas de transmission. Il y a des mystères, des secrets, il y a tout ce que vous voulez. Mais transmettre, c'est pour moi essentiellement un acte démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut acquérir ce savoir. Tout à chacun ici peut dire « Ah, demain, je vais faire de la mécanique quantique. » Eh bien, il va en bibliothèque, il se met au travail, alors il y arrivera, il ne fera pas. Ça, c'est un autre problème. Mais il n'y a pas, rien ne l'empêche. Absolument rien ne l'empêche. Donc tout peut être transmis. Et ça, le premier modèle, il est là. Et ça, je trouve que c'est un exemple extraordinaire de transmission. Mais il y a d'autres savoirs. Alors, c'était un peu ça qui était, dans le numéro de Sciences et Avenir, c'était un peu ça qui était en jeu. C'est-à-dire que les sociétés qui disparaissent, mais vous allez voir que je vais venir à la modernité aussi, les sociétés qui disparaissent, que nous transmettent-elles? Ça, c'était une question, c'est la question le point de départ. Alors, bon, elles nous transmettent. Si elles ont des écrits, on a conservé quelques écrits, hein, y compris des sociétés très anciennes. Il y a aussi des bâtiments, plus ou moins bien conservés, mais on a tout ça, on peut faire des fouilles, on trouve des tas de sources. Elles nous transmettent donc quelque chose à travers des bâtiments, à travers des écrits que l'on peut retrouver, qui soient soit des papyrus, soit des bons. Très bien. Là-dessus, déjà les sociétés anciennes qui n'ont pas d'écrit, qui n'ont pas l'écrit, elles nous transmettent des choses un peu plus
incertaines. Quant à celles qui le construisent en bois, elles transmettent encore moins de choses. Donc il faut faire attention, lorsqu'on porte des jugements sur les sociétés, de savoir ce qu'elles nous transmettent en fonction de ce qu'elles ont utilisé comme moyen pour, elles, subsister. Ce qui est intéressant aussi, je vais juste finir avec ça, tout ce qui est numérique. Alors, il y a un poids incroyable, et d'ailleurs on le voit, on voit l'école numérique. Alors, l'école numérique, alors, est-ce qu'il tombe sous le sens que dès le plus jeune âge, au lieu en place des humanités, c'est-à-dire de l'histoire, de la géographie, de ce qui fait notre monde, il importe de façon quasi existentielle de savoir expédier des mails et des courriels. Est-ce qu'à 5 ans, on doit savoir expédier des mails et des courriels? Est-ce que cela est indispensable? Je n'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain. Stocker des données, tracer des tableaux sous Excel, apprendre tout ça, ça s'apprend très vite à n'importe quel âge. Parce que ce n'est pas un savoir, ce sont des techniques. On apprend ça quand on en a besoin. Il vaut mieux, et pour les utiliser avec sagesse et raisonnablement, il vaut mieux d'abord avoir acquis un certain nombre de connaissances, ce qui me paraît le minimum. Mais ça passe au second plan. Bien, c'est très important de savoir utiliser Internet parce que ça permet d'acheter à distance. Et c'est surtout ça le problème. Et il y a une deuxième raison, ça permet de vendre des ordinateurs, donc ça permet de gagner un demi-point de PIB. Mais je pense qu'on ne peut pas sacrifier les enfants pour un demi-point de PIB. Ça, je ne le pense pas, et je trouve ça scandaleux. En dehors de aussi tout ce que vous avez dit, donc pas besoin de rajouter, il y a aussi le problème du rapport au temps maintenant. Je pense qu'en dehors de l'effort du travail, il y a le refus de la persévérance, il y a aussi cet élément-là du rapport au temps aussi qui casse la transmission en dehors de tout ce que vous avez dit. Je suis complètement d'accord, ça c'est un enjeu considérable. On n'apprend pas rapidement. Et c'est pas parce qu'on est idiot, on apprend lentement. Il faut un temps pour apprendre. Et si on refuse ce temps pour apprendre, si on ne veut pas se le donner, alors on va aller à tel endroit voir une expo, à tel endroit voir un truc, mais on ne saura rien. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'impatience dans l'apprentissage. Alors je pense qu'on est passé... Je ne crois pas. Que finalement, vous... on se connaît bien. Oui, d'accord. Alors, tu fais une alerte aujourd'hui. D'autres font des alertes du même type. Ouais. Des chercheurs, des enseignants. Mais ils sont peu nombreux. Et au-delà de ces alertes, qu'est-ce que nous, les citoyens, pouvons effectivement faire pour qu'on ne substitue pas définitivement à l'information, la culture scientifique? C'est pas la même chose, le beau spectacle de science et apprendre de la science. Voilà, donc la culture scientifique, elle est très mal partie. Elle est très mal partie parce qu'elle devient spectaculaire et le spectacle, on n'apprend rien. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu entre éducation nationale et l'éducation des parents? Est-ce que si on ne passait pas à enseignement national, comme on parle d'enseignement privé, il n'y aurait pas une mise au point? Instruit et trop proche de formation et formation, sont des textes, des termes un peu ambigus. Enseignement, oui, ou le ministère de la transmission des savoirs. J'ai 2 petits garçons de 12 et 15 ans et j'ai fait récemment un constat, des grands garçons de 12 et 15 ans, j'ai fait récemment un constat qui m'a un peu dérouté. Et je voulais avoir juste votre avis là-dessus, parce que c'était quelque chose qui m'inquiétait. On demande aujourd'hui à nos enfants de faire appel de plus en plus souvent aux informations qu'ils peuvent trouver sur le net pour réaliser leurs devoirs. Alors, je trouve que c'est très bien, c'est éviter la bibliothèque et puis l'information est disponible instantanément. La problématique que ça pose, que j'ai trouvé en ce qui me concerne, parce que j'ai demandé au plus grand de s'exprimer sur... je lui ai demandé de m'expliquer précisément comment il se débrouillait pour organiser son travail. Ce que j'ai noté, c'est un phénomène très bizarre, c'est la réorganisation de l'intelligence à cause de la disparition de la mémoire. Pourquoi? Parce que Internet c'est très joli, on a l'information tout de suite. Et donc, ils ne se sentent plus du tout obligés de stocker. C'est-à-dire que la mémoire n'est plus active.
Et ce qui m'inquiète, c'est comment peut-on, je dirais, parler d'intelligence quand il n'y a aucune donnée compilée quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, il sait où aller chercher l'information, aucun intérêt de la retenir. Et ça m'a un peu mis en panique, parce que je me dis que finalement, il y a un esprit de synthèse qui est en train de disparaître. Il y a des mécaniques qui disparaissent également. Et au-delà de la merveilleuse faculté d'accéder à cette information que nous propose le net, je trouve qu'il y a des effets pervers qui m'inquiètent beaucoup. Est-ce que je fais fausse route ou... Non, je pense que vous avez absolument raison. Je pense qu'effectivement, la question de la mémoire, je ne vais pas parler, mais il faut bien la soulever, est une question très très grave. Parce que la mémoire, bon, écoutez, c'est une disparition progressive de la mémoire depuis, je dirais, le 16e, 17e siècle. 16e, 17e siècle, vous pouvez faire une expérience très simple. Une expression mathématique écrite en langage vernaculaire, hein, en français, par exemple, ça fait 5 lignes. Les types savent tout ça par cœur, mais vous le lisez, vous ne comprenez rien. C'est-à-dire que vous avez perdu la capacité de lire la phrase du début à la fin. C'est-à-dire c'est votre mémoire qui est handicapée. Et, bon, lorsqu'on était petits, nous autres, à l'école, on exerçait notre mémoire. Apprendre par cœur des récitations, des textes, des tables de multiplication, ça peut paraître idiot, mais c'est pas idiot, c'est l'exercice de la mémoire qui compte. C'est-à-dire vous acquérez la possibilité de conserver dans votre tête un certain nombre de savoirs. Et progressivement, la mémoire disparaît. C'est-à-dire, et alors, le paroxysme, je suis d'accord avec vous, je n'ai besoin de rien retenir, puisque tout est dans l'ordinateur. Mais tout n'est pas dans l'ordinateur. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire des objets que vous avez dans votre tête mémorisés, vous ne pourrez plus le faire. Normalement, c'est l'articulation intelligente. C'est justement la synthèse entre s'il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de pensée. Là, il y a une réflexion possible. Oui, mais c'est peut-être ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il y a un recul par rapport aux choses qui est devenu impossible. C'est-à-dire que vous devenez un automate par rapport au savoir. Je vais justement enchaîner sur une mémoire collective qu'on appelle l'histoire. Vous avez dit très justement que l'histoire sert à fabriquer des citoyens, en fait. Hein. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je constaterai quand même que l'école républicaine a toujours biaisé avec l'histoire. Mais le problème, c'est qu'on diminue progressivement le poids de l'histoire et de la mémoire collective à l'intérieur de l'enseignement. Alors, ça a toujours été un enjeu. L'histoire, c'est un enjeu politique. C'est une expérience qui a été menée par un philosophe à l'université de Compiègne. Il a fait travailler ses étudiants sur un sujet dont je ne me souviens plus, en leur demandant de travailler sur Internet. Donc effectivement, ces étudiants ont tous pioché les informations, tout ce qu'ils ont pu trouver sur Internet, à droite, à gauche, et ils ont rendu leur devoir. La semaine d'après, il leur a fait travailler sur un livre, c'est-à-dire sur un ouvrage, sur un thème. Donc il a demandé par contre aux étudiants de lire l'ouvrage pour sortir une synthèse, etc., etc. Donc ce que c'est fait, c'est très bien fait. Et un mois après, il est revenu sur les deux sujets en question. Et sur le sujet que les élèves ont travaillé sur Internet, plus haut aucun souvenir, ou pratiquement. Par contre, sur le sujet sur lequel ils ont travaillé, après avoir lu cet ouvrage, eh ben, il était resté des traces et les élèves s'en souvenaient, etc. Donc, on voit bien effectivement la différence entre chercher les informations comme ça à droite à gauche et puis ne rien retenir, en fait, faire des copier-coller, hein, c'est tout simplement ça. Et puis un ouvrage où là, on passe du temps à lire et à s'imprégner de la pensée de l'auteur, qui n'a rien à voir sur la faculté de mémoriser. C'est tout à fait vrai, et de nombreux intellectuels anciens ont toujours dit, et moi je suis convaincu de ça aussi parce que je le fais aussi, que quand on veut travailler et mémoriser un livre, on le recopie à la main. Est-ce que vous ne pensez pas
que la perte de la mémoire ou la perte de l'habitude de faire fonctionner sa mémoire a commencé avec l'écriture, tout simplement. La culture orale oblige vraiment à mémoriser. À partir du moment où on pouvait trouver l'information dans des documents écrits, tout le monde ne pouvait pas la trouver, bien entendu, mais c'était une possibilité. On avait moins besoin d'apprendre par cœur. Je suis absolument d'accord avec ça, sauf que l'écrit permet de développer une intelligence conceptuelle que la seule mémoire ne permet pas de développer. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a vraiment un problème maintenant de définition de ce qu'on fait. Est-ce qu'effectivement, quelle est la part des connaissances? On n'a pas de réponse très claire par rapport à ça. On n'a pas de réponse très claire, ce qui fait qu'il y a effectivement des établissements qui font des choses très différentes maintenant. Voilà. Là, on a une véritable inégalité. Voilà. Quelle est la part des connaissances? Et si on n'apprend plus de connaissances, qu'est-ce qu'on apprend? On veut faire en sorte que l'enseignement ressemble de plus en plus au web. Or, le problème, c'est pas cela. C'est que le web, très bien, moi j'utilise aussi, c'est pas un problème, mais c'est pas là que l'on apprend quelque chose. Or, il faut la différence entre un prof de physique, c'est montrer qu'il va enseigner quelque chose qui n'a rien à voir avec simplement faire passer, disons, zapper d'un écran à l'autre. Il y a un raisonnement, bien sûr. C'est plus amusant de jouer avec son téléphone portable que d'apprendre à raisonner. Je ne peux rien, c'est comme ça. Je me suis aperçu, on embauche des personnes plus jeunes que moi, bien sûr, on a besoin de courriel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et on s'aperçoit, nous les anciens comme moi, que dans leur courriel, ce qu'ils nous transmettent, c'est pas clair. Et alors nous sommes très papier encore, alors il y a des interprétations, ça va pas, voilà. Oui, parce que c'est vrai que les textes sont écrits vite, comme les SMS, voilà. C'est des choses comme ça, mais effectivement, il y a une rigueur de l'expression qui s'est perdue, mais elle se perd depuis. Notre rigueur de l'expression à nous autres est beaucoup plus faible qu'elle n'était au début du siècle, même au XVIIIe siècle, où la rigueur de l'expression était quelque chose d'extraordinaire. La majesté du français à cette époque-là, c'était la rigueur de l'expression. Là-dessus, on peut être un peu moins rigoureux. Mais quand tout se mêle ensemble, la perte de la rigueur de l'expression, c'est-à-dire de l'usage des mots. Quand je suis venue là ce soir, je me posais la question de la transmission, de pourquoi on veut transmettre et qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi. Et là, en vous écoutant, il me semble que ce qui est important dans la transmission, c'est ce rapport physique maître-élève. C'est-à-dire que le maître veut transmettre, il y a dans son vouloir, il y a du désir de transmettre. Et en face, il y a l'élève qui a son propre désir, qui a ses questions qui ne sont pas forcément celles qui correspondent à ce que le maître voudrait transmettre. Et en tout cas, dans une salle de classe, il y a du désir de part et d'autre. Et ça me renvoie tout à fait autre chose, quand Madame disait qu'elle était travailleuse médicale. Là, il y a quelque chose qui peut faire peur, c'est de remplacer une consultation médicale par une consultation sur Internet. Mais je pense que c'est quelque chose qui est tellement aberrant que les gens ne trouveront pas leur compte. Et que, quel que soit le support matériel, ce qui importe dans la transmission, c'est ce rapport physique entre humains, oui, avec du désir. Mais c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'était ça l'essentiel. Moi, je ne fais pas du tout le procès d'Internet que j'utilise, comme tout le monde, régulièrement. Je dis qu'on ne peut pas tout résoudre avec Internet. En particulier, ce que vous venez de dire, on ne peut pas remplacer l'enseignement par la présence d'êtres humains face à face, un enseignant et des élèves. Justement, vous parlez de définition, vous n'avez pas défini le mot démocratie, pourtant vous l'avez employé. Je voulais juste en fait poser la question, est-ce que dans la salle, et vous en particulier par exemple,
Vous pensez que nous sommes en démocratie? Quand vous avez parlé des compétences, où il n'y avait pas de recherche d'approfondissement, mais une recherche de convergence. Et enfin, personnellement, ça me fait horreur, ça me fait peur, parce que je ne sais pas comment on peut réagir dans ce qu'on appelle la démocratie d'aujourd'hui pour éviter cette convergence qui vient, d'après ce que vous dites, de l'OCDE ou d'une instance supérieure. La démocratie, je n'aurais pas de réponse. La démocratie, bon, elle fonctionne ici. Bon, mais quand sinon, écoutez, je ne pense pas que la démocratie consiste simplement à aller voter, mais être responsable de son existence et de l'existence de la collectivité.